Vous êtes sur les ailes du Québec. Attachez vos ceintures. On décolle! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode des Ailes du Québec. Cette semaine, le sujet sera la gestion des ressources en équipage, ou mieux connu dans le domaine de l'aviation pour le CRM, qui est Cockpit Resource Management. Alors, cette formation-là est disponible au Cégep de Chicoutimi. Mais avant de passer au sujet du jour, nous allons au rappel du jour, qui est de ne pas oublier de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Ceux et celles qui l'ont déjà fait, je vous remercie beaucoup. Également, vous pouvez cliquer j'aime cet épisode s'il vous intéresse. Ça nous aide dans le référencement YouTube. Et aussi, je vous rappelle que le site Les Ailes du Québec est toujours en campagne de sociofinancement. Donc, sur le site lesailedesduquebec.com, eh bien, dans le haut de chacun des articles, il y a un bouton PayPal où vous pouvez faire un don. Tous ceux et celles qui ont déjà donné, je vous remercie beaucoup. Ceux et celles qui vont le faire dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, je vous remercie beaucoup. Ça aide à garder le site en vie. Et ben c'est ça. Alors moi, je passe au sujet du jour, qui est la gestion des ressources en équipage. Alors la gestion des ressources en équipage est un sujet qui a été beaucoup développé au cours des 20 dernières années en aviation. C'est un sujet qui a permis d'améliorer grandement l'efficacité ou la sécurité aérienne. Puis on peut même parler de 30 ans. Alors, le Cégep de Chicoutimi, le CQFA, le Centre québécois de formation en aéronautique, donne une formation en ligne pour les compagnies de deuxième et troisième niveau, parce que maintenant, la réglementation canadienne oblige tous les opérateurs aériens de tous les niveaux à avoir une mise à jour sur la gestion, à leurs pilotes, de donner une formation de mise à jour à tous les années sur la gestion des ressources en équipage. Le CQFA en offre 3 qui sont offertes en alternance d'une année à l'autre. J'ai eu accès à celle qui est offerte cette année. Et pour approfondir et discuter un peu de cette formation-là, j'ai fait une entrevue avec M. Jean Laroche, qui est le directeur de la formation continue au Cégep de Chicoutimi. M. Laroche a près de 40 ans d'expérience en formation de pilote. Et on a donc discuté de cette formation-là et je vous retrouve tout de suite après l'entrevue. Alors, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, j'ai fait le cours sur la gestion des ressources d'équipage, ou le bon vieux CRM, comme on dit souvent dans le métier, qui est donné par le CQFA. Et je vais discuter de ce cours-là avec Jean Laroche, qui est un nouveau formateur au CQFA, je pense. Oui, oui, à peine j'arrive proche de 4 décennies, là. C'est tout récent. Jean, j'ai suivi la formation sur le GRE ou le CQRM, moi, qui est disponible en ligne, qu'on peut suivre en ligne sur le site du CQFA. Et j'ai trouvé ça intéressant comme formation, évidemment, parce que tout ce qui touche à la gestion des ressources d'équipage, à l'aviation en général, puis évidemment, ce qui améliore la sécurité, je trouve ça intéressant. Et c'est un des objectifs de cette formation-là, entre autres. C'est intéressant ce que tu dis parce que le bon vieux CRM, ça a passablement changé. Tu sais, on n'avait pas la science qu'on a aujourd'hui pour confirmer les bons coups qu'on fait dans le cockpit et Et puis aussi des raisons pour lesquelles éviter certains pièges. Maintenant, on a des données scientifiques, des belles recherches, notamment des gens qui ont gagné le prix Nobel avec ça, là. Alors, des choses qu'on pressentait qui étaient justes, mais maintenant, on a des raisons d'appuyer, là. OK. Puis, en fait, la gestion des ressources d'équipage, c'est une notion tellement bien démontrée que maintenant, même les opérateurs 703 c'est réglementaire maintenant, ils doivent le faire à tous les 2 ans, si ma mémoire est bonne. Depuis septembre 2019, c'est une formation annuelle récurrente obligatoire. Les sujets sont répartis sur 3 ans. Il y a une espèce de rotation de sujets sur 3 ans. En OK. principe, le ministre prévoit que les sujets reviennent. Au CQFA, on fait des variantes. Donc, on change la saveur, si tu veux, à chaque année. Bien qu'il y ait des sujets qui sont récurrents, il y a toutes sortes d'angles qu'on peut leur donner, toutes sortes de façons de voir. Puis
les études de cas changent aussi. On essaie de puiser dans la littérature au Canada, mais bien sûr dans d'autres pays aussi, là. La formation que j'ai suivie, que j'ai faite, m'a fait beaucoup, appuie beaucoup sur la notion d'aisance cognitive Oui. et comment des gens d'expérience peuvent se retrouver dans des situations où ils vont prendre les mauvaises décisions ou faire la mauvaise analyse. Peux-tu élaborer un petit peu là-dessus, l'aisance cognitive, ce que c'est? Oui, l'aisance cognitive en psychologie, ça serait, si on veut résumer, les raccourcis intellectuels que le cerveau nous fait prendre parce que c'est facile, parce que c'est moins dérangeant, parce que c'est moins énergivore. Le cerveau dit non, non, inquiète-toi pas, ça ressemble à une partie de ton passé, laisse faire l'enquête, laisse faire l'analyse, commence tout de suite à agir comme tu as déjà fait. Et puis, ben ça, ce sont des pièges, des très, très grands pièges qui ont tué beaucoup de gens. L'aisance cognitive, c'est aussi une espèce de presse d'en finir Ouais, OK. parce que ça va durer moins longtemps. Tu sais, l'inconfort d'une approche non stabilisée, par exemple, bon, ben, occupe-toi-en pas, la petite voix là, hein, occupe-toi-en pas, ça finit dans 3 minutes. Et puis, 87 des accidents à l'atterrissage, incluant des sorties de piste, suivent des approches qui sont non stabilisées. Et puis, la très, très grande majorité, 97 des approches non stabilisées, avaient une remontée obligatoire et n'ont pas été faites. Alors ça, OK. c'est vraiment dans la science des mécanismes intellectuels qui font que la petite voix dit, ben, occupe-toi-en pas trop, là, ça va finir, tu sais. Parce que là, on touche, quand on est dans l'aisance cognitive, puis quand on parle d'approche, la décision d'interrompre une approche, parce qu'effectivement, tu es à une minute et demie, 2 minutes de trois maximum d'atterrir, donc de finir ta journée dans bien des cas. Et là, il faut que tu prennes la décision, on va faire un go around, on va aller reprendre, tu vas rajouter 15, 20 minutes, Ah puis là, oui, puis là tu es dans l'inconfort parce qu'il faut que tu analyses qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on ne doit pas refaire. bien sûr. Dans l'accident que tu as vu, l'NTSB, puisque les pilotes ont survécu, l'NTSB a séparé les pilotes. Ils ont demandé au commandant, oui, mais pourquoi vous avez refusé de faire la remise des gaz que votre copilote demandait? Il a, il a, il a répondu que ben, les problèmes s'accumulaient puis il voulait en finir. Ben, il en a fini. L'avion est une perte totale. On parle d'un ATA 42 quand même, là. Mm. Euh, alors, il voulait en finir. Et puis, on voit ça beaucoup chez l'être humain, cette espèce de précipitation d'en finir. Tu sais, j'espère que tu as apprécié l'analogie que je fais avec la panne sèche sur la route. Oui, On voit ça beaucoup, ces comportements humains-là, de faire abstraction des données, faire abstraction du bon sens et de se voilà. bâtir une image un petit peu cohérente là, que laisse faire, là, c'est presque fini. Alors, cette année, c'est le thème au CQFA dans le CRM. On regarde une demi-douzaine d'événements catastrophiques où on retrouve cette aisance cognitive-là. Et ça ne constitue pas des sujets d'études que les pilotes ont vus souvent, là, tu sais. Alors, ça apporte une réflexion. Puis, dans la circulaire concernant la GRE et les besoins de formation annuelle, dans la circulaire, on précise qu'il y a une partie théorique annuelle, il y a une partie atelier animé dans une salle avec les pilotes, avec les répartiteurs, les directeurs de maintenance, les agents de bord et tout. Et on espère que les opérations vont emmener ces sujets-là Mhm. avec des exemples locaux. Ben, et l'autre partie de la formation que j'ai trouvée intéressante et importante, la normalisation de la non-conformité, de la non-adhérence aux procédures, ça aussi, Oui. c'est un problème important, je pense. La normalisation de la déviance, ça, c'est le thème des cours de pilote vérificateur depuis 2 ans. Donc, OK? si on résume, c'est une situation interne qui est mal, mais qui ne se ressent plus comme mal. Alors, on la normalise, les gens se mettent à la défendre et c'est un
très, très puissant mécanisme, tu sais, André, qui isole les gens Oui, qui veulent rester conformes et qui fédère les gens qui acceptent de dévier. Il y a une espèce de pression sociale dans la normalisation de la déviance qui fait que la personne conforme, elle devient l'exception, elle devient le mouton noir. le mouton. Oui, c'est ça, oui, exactement. Bien dit, le mouton noir, la personne conforme est mouton noir et les déviants se fédèrent dans une espèce de clique qui s'auto-entretient parce que ça fait moins mal. D'être déviants ensemble, on se sent moins con, tu sais. Alors que le conforme, lui, est de plus en plus isolé. C'est un processus très lent, mais très puissant. Et la seule chose en science qu'on connaît qui met fin à une normalisation de la déviance, c'est un trauma, un événement Et- traumatique sévère. Parce C'est que pas drôle, là. la déviance, là, ou la normalisation de la déviance, dans le cas type qui est sélectionné, il y en a aussi, et c'est une grande compagnie qui a décidé, qui a planifié un vol dans des conditions météorologiques où il y avait du givrage, un vol qui n'aurait pas dû être planifié, exact. Exact, Mais exact. dans la normalisation de la déviance, personne ne s'est posé la question quelle est la conséquence de planifier ce vol-là avec le résultat connu, là, Oui. qui est une perte Et d'avion. un événement traumatique euh, qui, qui représente l'exemple parfait de ça est très récent au pays. C'est l'accident de l'ATR 42 ou 72 là, de Fond du Lac, Oui, donc dans l'ouest, proche de Winnipeg. Le BST a fait un sommaire sur YouTube que je recommande très chaudement. Là. C'est l'exemple parfait d'une normalisation de la déviance qui finit avec un crash là, catastrophique. Et, euh, et de se rendre compte que la façon avec laquelle on reconnaît que c'est installé chez nous, c'est d'écouter les gens la défendre. Défendre la déviance. Les gens euh, entretiennent activement ce concept que c'est bon, ça va aller, c'est comme ça qu'on fait. Ça, là, c'est signe que c'est bien installé et l'accident fait tic-tac, là. C'est juste sur le point, là. oui, et d'ailleurs, la formation parle de cette notion-là, de la nécessité de mettre un terme à la déviance, de refuser. Il donne quelques petits trucs, quelques petites Oui, méthodes pour éviter de tomber dans le piège de la déviance, puis oui, transférer la responsabilité de prendre les décisions aux bonnes personnes, c'est-à-dire pas soi-même mettre le point sur la table du non, il n'y en a pas oui. question, mais plutôt d'aller James, vers. James T. Reason, le modèle de Reason, tu sais, le modèle des tranches de fromage suisse, James Reason a dit, si vous pensez que votre organisation est immunisée à la normalisation de l'alliance, vous vous trompez. Alors, à partir de ce moment-là, un formateur comme moi, on fait quoi? Tu sais, on enseigne quoi? Si la normalisation de la déviance est partout, on va enseigner quoi? On y a réfléchi pendant 2 ans à ça. Et puis, on en revient la- à l'antidote ultime contre ça. C'est personnellement se bâtir une réputation professionnelle de quelqu'un qui ne dévie pas à partir du jour 1. Alors, au début, ça va être stiff un peu, comme on dit en anglais, hein, inconfortable avec les autres, mais tranquillement, la réputation s'installe et elle rayonne. Les gens qui étaient à cheval sur la volonté d'être conforme, mais la pression de dévier, vont tomber, vont basculer du côté conforme parce que vous êtes une lumière là-dedans pour présenter un modèle. Et c'est comme le fédérer en courant inverse vers la conformité et isoler idéalement les déviants. Et la motivation, c'est quoi? Ben, il y a beaucoup, beaucoup de recherches depuis 40 ans qui montrent que la façon la plus économique d'opérer une compagnie aérienne, c'est à l'intérieur des règles et à l'intérieur des SOP. C'est ça qui coûte le moins cher. Alors, d'oublier l'espèce de mirage là, qu'on va gagner plus d'argent, que ça va être rentable, c'est faux. On a des décennies de résultats qui montrent que la déviance coûte cher et ferme les compagnies. Puis les compagnies conformes
persistent, résistent, OK. continuent et rendent leurs administrateurs riches. C'est comme Donc, ça. l'adhérence au SOP, c'est un gage de sécurité, dans le fond. Ils ont été Oui, développés pour une raison. Et c'est souvent très complexe et c'est très méticuleux dans certains cas, dans ce que tu as le droit de dire, de ne pas dire, un SOP, puis dans ce que tu as le droit de faire, oui, de ne pas faire. Mais au bout du compte, c'est ça qui permet de garantir la sécurité. Et je pense que oui, le GRE aujourd'hui, ou la gestion, le CRM aujourd'hui est rendu au point, OK, on a fait pas mal le tour du sujet au niveau technique, les capacités entre pilotes. Maintenant, on tombe vraiment dans l'interaction, dans le psychologique, comment on va interagir entre pilotes, comment on va réagir l'un à l'autre, mais c'est vraiment là, de manière plus poussée, donc et on entre dans le respect des SOP, comme tu dis, parce que justement, la déviance ou la fatigue ou des choses comme ça, ce sont toutes des choses qui nous éloignent du SOP. oui. Dans un crescendo, une augmentation progressive de ce que la personne va déployer comme contre-mesure pour s'opposer à la déviance et naviguer dans la conformité. C'est un crescendo qui va jusqu'à quitter son emploi. Parce qu'à un moment donné, on pourrait être confronté à ça. On enseigne comment le faire. Ça fait à peu près, après un peu moins de 20 ans que j'enseigne à des jeunes à comment quitter leur emploi pour des raisons de sécurité. Puis tu sais, André, je reçois encore des courriels de jeunes. Ils disent, écoute, je viens de quitter mon emploi, je me suis souvenu de ce que tu m'as dit, ça a bien passé et tout. Et puis, dans ce temps-là, je leur dis, ben écrivez-moi, puis on va vous en trouver un meilleur emploi, nous. C'est pas plus compliqué que ça. Et Oui, puis, si on est en pénurie de pilotes, c'est le temps, là. Tu sais. et voilà, donc je pense que pour les opérateurs 703 en particulier, c'est des années extrêmement difficiles pour eux. Et donc, tu n'as pas le moyen de perdre des pilotes. Donc, l'adhérence au SOP. C'est Et un ça. pilote n'a plus à se sentir la pression d'adhérer ou de dévier. Il doit plutôt se centrer sur agir de manière C'est responsable et ça. sécuritaire. En équilibre avec déployer le professionnalisme jusqu'au bout, d'être efficace, d'être professionnel, compétent, hot, tout ça, c'est bon, là. Et puis quand on arrive à la limite, eh bien, on arrête. C'est pas plus compliqué que ça. Parce que moi, ce que je retiens de cette formation-là, puis de la tendance générale, c'est que des dizaines de milliers d'heures d'expérience dans le poste de pilotage ne sont pas une garantie. D'ailleurs, un des cas cités, puis un des premiers cas évidents là, de défaillance de CRM, c'est le fameux vol qui s'est écrasé dans. Non, c'était pas Delta, c'était. Easton dans les Everglades, C'était- avec à peu près là, 50 000 heures de vol dans le cockpit. Alors, il n'y a jamais eu de corrélation. Il n'y a jamais eu de corrélation entre la quantité brute d'heures de vol et la sécurité. Bien sûr, ça prend une exposition minimale à la vraie vie, là. Hein, oui, on s'entend, là. On ne mettrait pas deux nouveaux embauchés de 250 heures dans un cockpit de compagnie même de aérienne, là. crinière, ouais. Alors, ça, tout le monde est d'accord avec ça. Une exposition minimale à la vraie vie, au-delà de laquelle l'accumulation d'heures de vol n'est pas une garantie pour quoi que ce soit. Donc, puis le CRM à ce moment-là et tout ce qui est facteur humain, aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a 30 ans, ça fait partie des compétences d'un pilote, les compétences de base. Oui, Comprendre comment moi je réagis à la fatigue, à des longues heures de vol, à la tentation d'en finir, à la pression que souvent les pilotes se mettent eux-mêmes la pression de faire le bien sûr, voyage. bien sûr, Ils se sentent l'obligation d'y aller bien alors sûr, qu'il n'y en a aucune. bien Et sûr. évidemment, la relation avec l'autre qui est avec moi dans le poste de pilotage et comment on va réinteragir. Et ce que je comprends bien des SOP, quand on adhère au SOP, normalement, l'interaction entre les deux pilotes devrait se faire normalement parce que le SOP dit ce que tu dois faire. Oui, Alors quand on est dans une approche non stabilisée, ben, normalement, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de réflexion à avoir. Les standards sont là et on doit me remettre les gaz, absolument. Pas dire, est-ce qu'on devrait en remettre les gaz? Non, on a atteint les critères, paf, on remet les gaz, on adhère
La plupart des SOP en compagnie vont dire au pilote non volant, tu dis go around, go around, j'ai les commandes. Après ça, on va monter, comme on dit, à 5000 pieds, puis on va se postillonner dans la face. Ça va, ça va. Mais on est en vie pour le faire. Ouais, il y a ça. Alors, le chef pilote dicte quoi faire. Et une notion que j'enseigne depuis quelques années aux pilotes vérificateurs, aux inspecteurs, c'est la reconnaissance que le copilote ne travaille pas pour le commandant, le copilote travaille pour le chef pilote. Alors, le chef pilote envoie deux pilotes dans le cockpit pour travailler pour lui. Et le rôle ensemble, c'est de protéger les SOP, protéger les opérations à l'intérieur des SOP. Alors, quand il y en a un qui commence à s'en aller de son bord, bien, c'est à l'autre de ramener ça. On va habiller ça de bonne communication, de CRM et tout, avec des limites. C'est là qu'on voit l'assertivité croissante. Hein. Les premières interactions sont polies, agréables. La deuxième est un petit peu plus directive. Et puis la troisième, j'ai les contrôles. Et puis, je suis payé pour ça. Alors, le copilote, il est payé pour ça dans un bel équilibre, là, et ça garde tout le monde honnête, ça garde tout le monde au centre des SOP. Alors, il faut doucement amener ça, très doucement, très, très conformément aux souhaits du chef pilote. Et si on recule un petit peu, si on prend les chefs pilotes, les directeurs des opérations, les propriétaires de compagnies aériennes, leur faire comprendre que ça, là, c'est la façon la plus rentable de faire. Ouais. C'est comme ça. C'est pas en coupant les coins ronds. Ouais, ça, Non, c'est ça pas et tout le payant. monde le dit, tous les gens qui sont des spécialistes en sécurité, la manière la moins dispendieuse et la plus efficace, c'est la sécurité. Oui. La non-conformité n'est pas payante sur le long terme. Il y a d'autres messages périphériques à ça qu'on envoie très doucement quand, par exemple, on a des opérations aériennes spécialisées. Il faut faire comprendre aux propriétaires, aux exploitants que c'est d'abord une exploitation aérienne qui offre un service spécialisé. Alors, ce n'est pas une entreprise de médecine qui opère des hélicos, ce n'est pas une entreprise de géosondage qui opère des petits bimoteurs. C'est une compagnie aérienne qui transporte des capteurs, qui transporte des gens malades. Alors, renverser le modèle sur une norme aéronautique d'abord et la qualité de leur service ensuite. Et ça aussi, ça se fait doucement et puis on répète toujours le même langage et tranquillement, ces cultures-là, ils s'installent, tu sais. Oui, parce que, somme toute, on parle de sécurité, d'améliorer la sécurité, mais au cours des 40 dernières années, et dans tous les niveaux, là, que ce soit du 703 au 705, même 702, la qualité des opérations, la sécurité des opérations s'est beaucoup améliorée. Ah oui, ben oui. Quand j'étais jeune, tu sais, André, on aurait évoqué la sécurité actuelle. À l'époque, on aurait été traité de fou, d'hérétique, et on pensait que c'était quand même 3, 4 fois plus risqué que maintenant. Et on disait, non, non, ça baissera jamais, c'est comme ça. L'aviation, c'est comme ça. Alors, on a atteint des niveaux qui sont extraordinaires, c'est collectif, et puis il n'y a aucune raison qu'on ne continue pas. C'est parce que Absolument. si ça marche bien, on continue, c'est ça. Et on sauve des vies quand on fait de la sécurité. Ouais. Je te remercie beaucoup pour l'entrevue. Merci beaucoup le CQFA pour cette formation. C'est toujours intéressant. J'encourage les gens à aller s'inscrire, à la suivre. Ceux qui l'ont suivi, peut-être mettre des commentaires, ajouter. Je pense que tu es toujours bienvenu aux commentaires et à interagir avec les gens. Bien sûr, on reçoit plein de trucs. Et puis, rappeler aux gens qu'un CQFA dans l'industrie, c'est unique en Amérique du Nord. Il n'y a pas de collège, d'université qui ont des départements de production de cours dans l'industrie. Après l'obtention des licences, là, les universités, les collèges, normalement, ils n'y opèrent plus là. Alors, c'est un CQFA comme on a, c'est vraiment unique, puis c'est bien le fun. C'est bien, Une bien le fun. expertise unique et à conserver et à protéger. Ben, merci beaucoup, puis à la prochaine, j'espère. Et en attendant, ben, je dis à tout le monde salut et à la prochaine. Merci, André. Merci à toi. Au revoir. Eh bien voilà, j'espère que vous avez aimé l'entrevue avec M. Laroche.
Moi, personnellement, le cours, j'ai adoré ça. Merci au Cégep de Chicoutimi pour le cours. Et tout ce qui touche le sujet de la sécurité aérienne, ça m'intéresse toujours beaucoup. Donc, ça a été intéressant pour moi. J'espère que ça l'a été pour vous. Et sinon, ben, je vous dis à la semaine prochaine.